Alors on le sait, hein, les Français sont majoritairement et depuis longtemps opposés à cette réforme des retraites. On rappelle les chiffres, hein, 70%, toujours plus de 70%, plus de tiers des Français ne veulent pas qu'on augmente l'âge de départ à la retraite. Tiens, et si on s'y prenait différemment, autrement? Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Maria. Content de vous retrouver en plateau. Oui, En content également. en chair et en Oui, os. tout à fait. Plaisir réciproque. Vous ne niez pas qu'il y a quand même un petit problème de financement. Il y a toujours ce débat autour, il y a un problème, il n'y a pas de problème de financement. Le corps qui évalue, qui fait des prévisions régulièrement, qui parfois s'est trompé, c'est lui-même des jugés, montre quand même qu'il y a un petit sujet Oui, dans les prochaines années. Il y a un sujet de déséquilibre à la fois démographique et donc financier. Ça ne veut pas forcément dire que parce qu'on pense à d'autres solutions que non, mais il y a plusieurs milliards, pardon, on évacue le sujet, il y a plusieurs milliards d'euros, voire dizaines de milliards d'euros à trouver dans les prochaines années. Voilà, exactement. Donc il faut poser la question en ces termes. Quoi. Il ne faut pas poser la question en termes, je dirais, de nier le déséquilibre, mais plutôt se dire, on n'est pas pour le statu quo, on est pour d'autres solutions. Est-ce que ces solutions passent par le travailler plus longtemps et faire payer davantage le salarié actuel? Il y a faire baisser les pensions, mais la réponse est non. Personne ne veut que les pensions soient encore plus désindexées. Elles le sont déjà d'ailleurs pour partie par rapport aux actifs. Qu'est-ce qui reste? Il reste augmenter les impôts, les cotisations, mais ça, le gouvernement a dit niet, donc ça, on oublie. Oui, d'abord, le gouvernement, nous, on est journalistes, on n'est pas au pouvoir, et on pose sur la table des solutions. Alors que justement, elles existent, il y a d'autres pistes à explorer. C'est ça votre idée, que le fait de travailler plus longtemps. Et votre idée, déjà, c'est de produire plus. Oui. Ça veut dire quoi de produire plus? Alors, c'est une bonne question. Produire plus, on peut produire plus en augmentant le taux d'emploi. C'est la philosophie générale du gouvernement. On peut aussi produire plus grâce à la productivité. Concept qu'il faut réexpliquer. La productivité, c'est la production de valeur, de richesse, à un moment donné, c'est-à-dire dans un cadre de temps déterminé. Je vous donne juste un petit coup d'œil historique dans le rétroviseur. En 1975, c'était il y a longtemps, mais ce n'était pas non plus le 19e siècle. On travaillait 18% de temps en plus. On produisait la moitié de richesse. Ça veut dire que quelque part... On a réussi à travailler moins en produisant plus. On a réussi à travailler à la productivité. C'est-à-dire que... On a réorganisé notre façon de travailler, bien on a sûr, mis le progrès technique est passé par là, l'informatique. Bien entendu, évidemment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aussi résoudre une équation qui est de se dire la question du travailler plus longtemps, c'est aussi la question de travailler mieux. Oui, mais la productivité, on ne claque pas des doigts et on l'augmente, c'est-à-dire a tendance tendanciellement à diminuer. Vous avez tout à fait Ou alors on la raison. calcule mal, on a du mal à comprendre d'ailleurs qu'avec tous ces progrès technologiques, avec tout ce qu'on a comme outils digitaux, on n'est pas plus de productivité. Il n'y a pas, c'est vrai, vous avez raison, David, il ne s'agit pas de claquer des doigts ou de dire « ah, on n'a qu'à augmenter la productivité ». Ouais. Voilà, la productivité, aujourd'hui, elle n'augmente pas, en particulier en France par rapport à d'autres pays comme les États-Unis. Bon. Moi, je crois qu'il y a un problème qui n'est pas lié à l'assiduité forcément des salariés, pas du tout, ni d'ailleurs un problème forcément de R&D. Le problème est en amont, c'est-à-dire que la part qui est aujourd'hui distribuée aux actionnaires est beaucoup trop importante, en particulier dans les sociétés cotées, où vous avez des pressions pour distribuer des dividendes. Vous en avez longuement, je présume, parlé avec Total, en disant qu'il y a un arbitrage entre les dividendes et les salaires, mais il n'y a pas que cet arbitrage-là. Il y a un arbitrage aussi entre les salaires, les dividendes et l'investissement. Mais quand on regarde sur longue durée l'évolution du partage de la valeur ajoutée, il n'y a pas de... ça reste à peu près stable, non? Oui, mais... il n'y a pas un décrochage mais il y a un troisième... de la part des salaires, non? Oui, mais dans l'arbitrage, il y a un troisième élément qui est celui de l'investissement. Et il faudrait regarder si le sujet, c'est investissement versus dividende. C'est ce que je veux dire. C'est qu'on a beaucoup opposé avec notre dynamique de lutte des classes, capital-travail, mais il y a aussi un choix d'une société cotée qui est dividende contre investissement. Et là, c'est effectivement... Si mathématiquement, on voit qu'aujourd'hui, l'investissement de la part dans la valeur ajoutée de l'investissement par rapport au dividende a tendance à se déséquilibrer. Alors, je n'aurais pas... Dans le cas des sociétés cotées, des chiffres très précis à vous donner là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que les dividendes augmentent. Et qu'ils augmentent pour satisfaire des demandes de court terme, des exigences de plus-value qui ne sont pas légitimes
y compris d'ailleurs pour sauvegarder le système capitaliste. Parce que le système capitaliste, il repose aussi sur le progrès technique, sur la productivité, sur l'innovation. Donc c'est vrai que si vous diminuez la part des dividendes et que vous insistiez sur l'investissement, vous arrivez à augmenter la productivité. Et augmenter la productivité, l'exemple de 75, ce n'est pas la préhistoire. Ce n'est pas une société française qui est encore rurale. 75, oui, mais... On passe pas de la bougie à la l'électricité. Exactement. Bon, j'ai pas pris 1945, j'ai pris 1975, une société encore industrielle, avec un secteur secondaire fort. Autre possibilité, enfin autre solution à creuser pour vous, augmenter les fonctionnaires. C'est quoi le rapport entre le fait d'augmenter les fonctionnaires et d'augmenter les... en quoi c'est bon pour les caisses de retraite? Parce qu'on dit que ça crée la dépense publique supplémentaire et donc il y en a plein qui vont pousser des cris d'orfraie. Oui, je comprends. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule astuce. C'est une piste, tout simplement qui est assez mathématique. C'est quoi le raisonnement? Elle est assez mathématique, c'est-à-dire que si vous augmentez les salaires, vous augmentez aussi les cotisations. Oui. Il se trouve que vous avez dans les primes qui constituent aujourd'hui finalement de plus en plus, notamment pour des fonctionnaires de catégorie A, des compléments de revenus, eh bien, ils ne sont pas soumis au calcul des retraites et ils n'alimentent pas les primes, les retraites complémentaires. Et donc, si vous voulez, vous avez la substitution prime contre salaire est une sorte de manque à gagner. Dans le privé aussi d'ailleurs, se pose la question dans le privé, les primes qui sont frappées d'un forfait social avec des cotisations qui sont moindres que sur le salaire. Effectivement, vous êtes d'accord il faut augmenter la part des salaires aussi. Alors évidemment, ça fait plus de dépenses publiques aussi si vous augmentez les fonctionnaires. Oui, ça fait plus de dépenses publiques. Donc l'un dans l'autre. Oui, non mais oui, mais après la question qui a été plus ou moins soulevée et résolue par le chef de l'État, c'est de dire on ne l'insère pas dans une logique de sécurité sociale, on l'insère dans une logique générale de politique économique. Parce qu'on veut augmenter le taux d'emploi, on veut augmenter la compétitivité. Après tout, on peut aussi appréhender le déficit de la sécurité sociale, non pas simplement d'un point de vue strictement comptable, mais imaginer l'insérer dans une politique économique générale et macroéconomique. C'est tout à fait acceptable, mais à ce moment-là, il faut penser aux autres pistes. Il faut penser à l'idée d'augmenter les salaires qui quand même crée des suppléments de demande. Il faut penser, quand je parle d'augmenter le salaire, ça veut dire aussi combler l'écart entre les hommes et les femmes. Ben oui, par le haut. C'est-à-dire que quand vous avez 26% de décalage, si vous entre les salaires des hommes et des femmes. Voilà, au bénéfice des hommes et surtout, pardon, je ne devrais pas dire au bénéfice des hommes, mais surtout au déficit des femmes, eh bien vous avez moins de cotisations. Et si vous mettez à niveau, vous avez des cotisations qui augmentent et qui seraient capables nous dit le corps, de largement résoudre le déficit à un horizon assez lointain. Donc il y a effectivement d'autres pistes. Et notamment augmenter l'emploi des seniors. D'ailleurs, même si on devait faire cette réforme des retraites telle qu'elle est souhaitée par le chef de l'État, la question se poserait de l'emploi des seniors qui, au-delà de 50 ou 55 ans, ne sont pas désirés en entreprise. Oui, c'est-à-dire que s'ils cotisent à quoi bon voilà, ouais. On peut se dire à quoi bon. Donc il faut imaginer des pistes. Le gouvernement imagine des pistes pour que les seniors... Les boîtes gardent leurs seniors. Voilà. Vous avez aujourd'hui, les 60-64 ans, 12% de chômage. Donc ces gens-là, ils ne vont pas, une fois la loi promulguée, trouver du boulot. Je dirais même plutôt qu'ils ne vont pas en trouver. Donc ça va poser un problème. Il faut effectivement se demander où est le fameux plan senior qui était dans la bouche du gouvernement et qui produit pas vraiment d'effet. Alors il y a des pistes, effectivement, peut-être un temps partiel en fin de carrière, abondé aussi par l'État et avec l'entreprise qui pourrait être en association avec l'État de manière à ce que ça ne pénalise pas les fins de carrière. Il y a beaucoup de choses sur la table. Il faut quand même penser à eux. Voilà. Vous souhaitez aussi indirectement augmenter les impôts parce que vous parlez de mettre à contribution le capital. Mais oui. Encore une fois, le gouvernement a dit non, on n'augmente pas les impôts. Non. Ben, en fait... alors quel impôt? Le capital, c'est quel impôt en l'occurrence? On pourrait... à partir du moment où on considère que... on appréhende la question, encore une fois, sous l'angle, je dirais, budgétaire ou macro-budgétaire.
Et Parce ce que n'est les pas... prélèvements obligatoires sur les entreprises sont déjà plus élevés que ce qu'on a ailleurs en Europe. C'est un Oui, sujet. mais c'est d'ailleurs pour cela qu'on peut, au sens large. Ouais, au sens large. Oui, enfin, vous avez quand même des entreprises qui ont la possibilité aujourd'hui, les marges ont été reconstituées ces derniers temps. Alors, peut-être que demain, avec le prix de l'énergie, vous êtes bien placé pour le savoir, vous avez fait beaucoup d'émissions là-dessus. Effectivement, la question des marges bénéficiaires va se poser. Ouais. Mais si on fait un pas de côté, je crois qu'on peut imaginer que ces super profits, que ces dividendes, que le capital peut être mis à contribution. Je veux dire, Sous quelle forme concrètement? Sous la forme de, par exemple, des super dividendes. C'est quand même le MODEM qui l'a proposé. C'est pas totalement des gens qui veulent abattre le mur de l'argent tous les matins. Un prélèvement forfaitaire unique qui serait de 35%, non plus de 30%, proposé par le MODEM à l'Assemblée nationale. Voilà, pour ce qu'ils appellent les super dividendes, c'est quand les dividendes excèdent de 20% une moyenne au cours des 4 dernières années, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu technique formulé comme ça, mais c'est assez habile. Vous avez tout simplement l'impôt sur les bénéfices. L'IS, les autres pays sont en train d'augmenter l'IS, nous on est en train de le baisser. Mais on part de beaucoup plus haut que les autres. Vous avez raison, tout cela est vrai. Non mais quelque part, vous apercevez que la logique qui est celle du gouvernement et qu'il le mène à bas bruit, c'est de dire, dans la mesure où il y a un retour je dirais, d'une forme de retour de l'État, de la dépense publique dans tous les autres pays du monde, il y a une augmentation aussi du coût du travail. Et nous, il s'agira de faire le statu quo et de baisser un petit peu les impôts de production pour, bien que nous partions de haut, gagner en compétitivité relative. Donc c'est une politique véritablement de compétitivité, de l'offre, qui insère la France dans une forme de remondialisation. Mais ça, il faut le dire, on peut en discuter pendant des heures. Après Berlin aussi un plan de soutien de 200 milliards d'euros, dont des dizaines de milliards pour leurs entreprises. Oui, mais alors vous pouvez dire ça augmente la dette publique. Bon, après, oui, mais ils partent avec une dette publique 30, 40, 50 points plus basse. Oui, mais avec ce raisonnement... C'est pas coopératif. Alors non seulement c'est pas coopératif, mais avec ce raisonnement, on est amené à se dire, dans la mesure où le modèle social français reposait sur une socialisation de la production et de la solidarité nationale, eh bien à ce moment-là, comme on part de très haut, il faut se remettre à niveau et baisser de degré en degré pour arriver dans les standards internationaux au moment justement où les autres essayent, je dirais pas de se franciser, mais d'abandonner des cultures ordolibérales ou néolibérales qui ont été... Il me l'a casé son ordolibéral, j'ai gagné, j'avais fait un pari que vous me caseriez le ordolibéral. Oui, vous allez tout le temps gagner avec moi. Hein. Gilles, Franck, travaillez plutôt, dernière solution, dernière piste à creuser. Et si on travaille plutôt donc sur l'ensemble de la vie, on aura travaillé plus. Mais en même temps, si on fait des longues études pour avoir un bon métier, on fait comment? Oui, mais vous avez raison. Je veux juste vous dire une statistique. Oui. En 2015, l'âge de validation des 4 premiers trimestres était déjà de 23 ans en moyenne pour les cohortes d'après 74, soit 3 ans plus tard que les générations précédentes. Donc on entre plus tard sur le marché du travail. Oui, on entre plus tard, mais est-ce qu'on entre mieux? C'est-à-dire que vous avez un développement des bullshit jobs, vous avez parallèlement un discours qui quand même se fonde sur je dirais des valeurs humaines, sur la valorisation du travail manuel. Donc on peut imaginer aussi que l'alpha et l'oméga qu'on soit tous des bac plus 5. Il y a aussi, je dirais, des beaux métiers. Pour faire en plus du bullshit job, travailler appuyer sur, faire du PowerPoint toute la journée, en étant simplement le rouage d'une grande machine qui nous écrase. Beaucoup de jeunes n'ont pas envie de ça. Et se tournent vers peut-être des choses qui ont un peu plus de sens. Et je crois qu'il y a aussi des études courtes qui sont des études à valoriser, je dirais, sur le plan humain, sur le plan du rapport au travail, à la création, et puis aussi sur le plan financier, parce qu'elles sont bien rémunérées. Voilà. Il ne s'agit pas de dire il ne faut pas faire d'études, mais il s'agit de dire la France, la Startup Nation avec que des ingénieurs, ça ne va pas. C'est aussi... Il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Et travailler plus tôt, c'est cotiser plus tôt. Voilà. Et donc, donc il y a d'autres solutions, d'autres pistes à creuser, tout ce panache évidemment pour essayer d'aboutir à un équilibre du système des retraites. Ce sont des pistes, on en fait aussi preuve de modestie. Voilà. Tout n'est pas...
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine sinon à lire dans le magazine Marianne? Eh bien, c'est sur les 2 ans de la décapitation du professeur Paty. Oui. On tristement considéré que l'indifférence avait gagné, le pas de vaguisme avait gagné, et que les troubles aux minutes de silence et à la laïcité, partons pas les troubles, les entorses à la laïcité se multipliaient. Et le plus jamais ça que nous avions, je dirais, écrit, eh bien, ce plus jamais ça, malheureusement, il n'a pas été entendu. Et le combat pour la laïcité, pour la République et pour le respect dû aux professeurs est un combat qui ne doit pas être abandonné. Voilà, c'est donc à lire cette semaine et ce week-end dans le magazine Marianne. Merci beaucoup Franck. Franck Dedieu, Merci. directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire. Salut.